Bienvenue dans l'émission Aller au stade sur YB Voice, c'est Yannick. Dans ce nouvel épisode, je suis allé à Lyon, au stade Gerland, pour rencontrer l'ancien joueur de rugby et nouvel entraîneur Jonathan Wisniewski. YB Voice. Bonjour Jonathan Wisniewski. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, fraîchement, mais ça va. Ça va, là on est vendredi, là on tourne l'émission au stade Gerland. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce stade ? Ça représente le lieu où j'ai fait le dernier match de ma carrière, donc c'est toujours des moments importants. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu une affection particulière pour les stades, parce que c'est un peu comme les arènes des temps modernes. Voilà, c'est côté où les gens viennent, c'est un spectacle, il y a de l'admiration, il y a des enfants, on fait un métier qui est formidable. Et c'est vrai que j'ai toujours une vraie admiration pour les stades, donc c'est un endroit où j'aime à être. Et là, en plus, au moment où on parle, il y a tous les jeunes espoirs que j'entraîne qui sont en train de buter, donc c'est plutôt sympa de voir cette passation, ce relais, cette transmission sur laquelle j'ai basculé depuis quelques mois. Bienvenue dans l'émission Aller au stade. Merci. Produite et réalisée par YB Voice. Je vais te poser la première question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, Jonathan Wisniewski, 36 ans, garçon né à Albi dans le Tarn, qui a grandi à Gaillac, qui a pas mal bourlingué dans sa jeunesse, que ma maman a été mutée rapidement sur la Côte d'Azur, donc parti un petit peu à Toulon. Voilà, un grand-père qui est fou de rugby, donc mes grands-parents m'ont toujours transmis cette fibre, donc je crois que j'avais à peine 15 jours que j'étais déjà sur les terrains, et puis mon grand-père m'a transmis cette passion. Et puis puis après un parcours rugbystique où j'ai fait, on va dire, mes premières classes pré-professionnelles au Stade Toulousain, parti à Aix-en-Provence, Colomiers, le Racing pendant 7 ans, un beau passage à Grenoble, un court passage à Toulon et fini ma carrière à Lyon. Donc une carrière quasiment de 16 années où j'ai terminé il y a quelques mois et désormais jeune retraité qui a plusieurs activités. Donc la première, comme je disais, je m'occupe des espoirs du Loup. Où c'est un projet un projet futur que je prépare en passant par les jeunes, et c'est très intéressant. Et puis également à côté, j'ai 2 restaurants sur Lyon et sur Grenoble qui s'appellent La Saladerie, puis également une structure de conseiller financier où on accompagne de nombreux sportifs et par-dessus tout, papa de 2 enfants. Voilà, donc une vie plutôt active. Ah, tu as La Saladerie c'est à Saint-Égrève ? Ouais, tout à fait, à Saint-Égrève au Groupama à Lyon. J'y mange de temps en temps. J'espère que tu manges bien. Ouais. Aujourd'hui, tu es coach des espoirs au Loup Rugby à Lyon. Quel bilan tu peux en tirer après 16 ans de carrière en tant que joueur et aujourd'hui tu es nouveau coach ? Le premier bilan, c'est que la vie de coach, c'est pas la vie de joueur. Ça n'a rien à voir, tu es dans l'anticipation. Il y a beaucoup de choses où, quand j'étais joueur, des fois tu te dis pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas là. Mais avant d'avoir la réflexion de te dire tu fais un exo et tu mets le plot là, il faut souvent avoir la réflexion de est-ce que le joueur est bien, pas bien. Maintenant, il y a là aussi sur les espoirs, tu as aussi les agents qui sont au milieu, tu as les choix d'un club, tu as ce que te met à disposition le club en termes d'organisation pour bosser, les contraintes, centre de formation, pas centre de formation, les contraintes des pros, les contraintes des espoirs, les contraintes des études aussi. Donc c'est vrai que on est sur une catégorie où je découvre le rôle d'entraîneur et c'est bien parce que j'ai pas de pression de résultat, ça me permet de travailler, de mettre mes idées en place avec Cédric Béal, mais aussi c'est une très bonne formation parce qu'aujourd'hui je serais parti chez les pros avec les mêmes idées que j'ai aujourd'hui, je pense que comme la plupart des coachs je me serais cassé la gueule, donc aujourd'hui bien sûr que j'ai envie d'entraîner demain, mais je veux prendre le temps de bien le construire parce que j'ai ma liberté en dehors du rugby et mes activités marchent bien et parce que je veux aussi pouvoir le préparer sereinement et me dire le jour où je fonce, je suis pas sûr qu'il y aura la réussite, mais au moins je l'aurais bien préparé, j'aurais franchi les différentes étapes, j'aurais travaillé sur tous les aspects et c'est vraiment comme ça que je vois ce rôle. Tu vois une différence un peu par rapport aux moyens qu'ils ont à disposition les jeunes maintenant, les nouveaux moyens pour les entraînements, les moyens technologiques pour la préparation par rapport à ce que toi tu as vécu quand tu t'es formé? Tu sens qu'il y a une grande différence? Non, pas énormément. Après, la grosse différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui il y a les retours GPS, donc il y a beaucoup de data qui viennent permettre de calibrer les entraînements. Ça, c'est une grosse avancée. Après, moi jeune, j'étais au Stade Toulousain, j'ai fait mes classes, donc j'étais quand même dans un club qui est très, très avant-gardiste, donc sur cette partie-là j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait une énorme évolution. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui il y a plus de moyens, il y a plus de budget, les clubs accentuent sur cet univers-là parce qu'ils ont compris qu'aller recruter, ça coûtait plus cher que de former, donc aujourd'hui il y a un vrai désir des clubs de former, mais après le rugby reste quand même un sport qui évolue en permanence, donc on va dire qu'il y a une évolution, mais il n'y a pas eu non plus une mutation totale. Jonathan, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir sur ta passion pour le rugby. C'était vraiment obligatoire le rugby pour toi dans ta tête ?
Ouais, c'était une religion. C'était une religion parce que, comme je te dis, mon grand-père, pour t'expliquer l'histoire rapidement, mon grand-père, c'est un fils de mineur de fond, de Carmozin, qui avait peu d'argent. Et le rugby a été un ascenseur social pour lui exceptionnel. Le rugby lui a permis de lui payer ses études, lui a permis de partir à Nice, donc de quitter un peu le côté mineur, sinon il serait resté dans les mines et soit mort, soit avec tous les contraintes de santé qu'ont pu connaître les mineurs. Voilà. Et donc le rugby lui a offert sa maison, lui a offert le premier salon de coiffure pour sa femme, il a tout donné. Voilà, donc le rugby, c'est vraiment l'ascenseur social qui lui a changé la vie. Donc il voue un respect à ce sport, mais exceptionnel, et il m'a transmis cette passion. Voilà, donc c'était obligatoire que je fasse ça et j'avais pas d'autre choix, et ça a été une vraie passion. Puis j'ai mon fils qui a repris le virus aussi, donc ça se perpétue, ça s'arrête pas. Ton fils, il a quel âge ? Ouais, il a 8 ans, il est tout petit, mais ouais, il est bien mordu, et je me revois dans beaucoup de choses. Et quand il part chez mes grands-parents, la première chose qu'il va chercher, c'est les ballons. Il refait un peu une forme de mimétisme. C'est pareil. Ouais. Ouais, on est sur les mêmes choses, et mon grand-père est le plus heureux de voir que la tradition continue. Et il veut jouer numéro 10 aussi ? Il jouera ce qu'il veut. Après, je sais qu'il aime taper les pénalités, donc ça, c'est sûr. Après, voilà, honnêtement, j'ai pas voulu le forcer à ce qu'il fasse du rugby. Je voulais vraiment qu'il fasse ce qu'il avait envie. Mais bon, un jour, je suis rentré de Grenoble quand j'étais à Grenoble, parce que ma femme était restée sur Paris. Je faisais les allers-retours toutes les semaines. Et un jour, en arrivant, il avait 14 mois, il marchait depuis 3 mois. Et il y avait un petit Winnie l'ourson qui posait, il reculait, il tapait dedans. Et alors que je rentrais un jour et demi par semaine, et ça m'avait choqué. J'ai dit, bon, allez, on va acheter un petit ballon. Et puis après, chaque fois que j'entrais, il passait la journée à taper. Donc je m'étais dit, voilà, je suis pas à la maison, il me voit que par la télé. Et il y avait déjà une forme de génétique et de mimétisme qui s'était mise. Et il est passionné par ça, il est toujours autant. J'ai lu dans une interview que tu jouais numéro 10 parce que tu aimais bien justement taper dans les ballons, taper dans les pénalités. À aucun moment tu as voulu faire du football ? Si jeune, j'ai failli arrêter le rugby pour faire du foot, à Gaillac notamment, et puis ma licence n'était pas arrivée. Et puis rapidement, mon grand-père m'a recadré, m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, tu étais en train de trahir la famille. Et je suis vite reparti au rugby. Mais ouais, non, mais après, ouais, c'est vrai que je jouais au rugby parce que je jouais numéro 10, que c'était le 10 qui tapait les pénalités essentiellement, et ça me plaisait énormément, donc c'est un truc qui me passionnait beaucoup. Pour les auditrices et les auditeurs qui connaissent pas ton poste, le numéro 10, comment tu pourrais le décrire, le définir ? On va dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans le rugby moderne, c'est un peu le stratège et on va dire la pierre angulaire de l'équipe. Voilà, c'est sur lui que reposent les choix stratégiques, la réflexion, quand il faut accélérer, quand il faut freiner, quand il faut faire un ballon porté, quand il faut faire un jeu large, un jeu près, un jeu au pied. Voilà, c'est lui qui a tout à gérer. Alors après, bien sûr, il faut qu'il y ait une bonne connivence avec son neuf, parce que c'est un juste équilibre. Mais aujourd'hui, si on doit comparer à d'autres postes, c'est un peu le numéro 10 au foot comme l'était Zidane, c'est un peu le meneur de jeu comme Tony Parker au basket. Voilà, c'est des rôles où ça peut avoir une vraie incidence sur le choix, et c'est des rôles qui ont, au-delà de l'aspect physique, un vrai aspect stratégique et réflexion. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup plu et qui continue à plaire dans ce poste-là. On m'a dit que c'était aussi le poste du beau gosse de l'équipe. Est-ce que tu confirmes cette hypothèse ? Ça dépend de l'équipe où tu joues surtout. Mais... Alors, tu as joué dans 8 clubs différents. Comment ça se passe l'intégration quand tu arrives dans un nouvel effectif professionnel ? Parce que c'est différent d'un joueur qui navigue de club amateur en club amateur, où là ça joue vraiment pour la passion. Là tu as aussi une carrière à gérer. Comment, en plus tu arrives avec le poste de numéro 10, comment tu arrives à t'intégrer dans une équipe quand tu arrives dans un nouveau club ? Après, quand t'es vieux, c'est plus facile que quand t'es jeune, parce que quand t'es vieux, les joueurs, tu les connais tous, t'as joué contre eux, tu les as croisés sur des rassemblements, sur des sélections, sur des bringues, tu les as joués 10 fois, donc c'est plus facile quand t'es vieux de rentrer dans un vestiaire, parce que voilà, les anciens se retrouvent facilement. Après, c'est vrai que quand t'es jeune, c'est une mise à nu, parce que t'arrives dans un vestiaire que tu connais pas, avec un coach que tu connais pas, il y a une prise de risque, tu déménages, tu te déracines, donc c'est vrai que c'est souvent intéressant, et c'est ce que je dis aux jeunes, voilà, quand j'en parle avec certains qui me demandent, j'ai envie de partir, est-ce que c'est le moment, pas le bon moment, voilà, c'est une vraie réflexion, parce que si vous vous retrouvez à l'autre bout de la France, vous n'avez pas de copine, vous partez tout seul, après ça se fait très vite, parce que les vestiaires dans le rugby, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même un sport avec beaucoup de fratrie, beaucoup d'amitié, et vraiment l'envie d'intégrer les nouveaux. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une vraie expérience, et les carrières qu'on vit, on a un sac à dos, on est prêt à tout moment à partir, à bouger, donc c'est des métiers qui sont pas faits pour tout le monde, où il faut être capable d'entendre ça. Aujourd'hui, on a aussi les contraintes sur le rugby pro, où en 3 résultats, un coach peut être viré, notre entraîneur arrive, il n'aime pas du tout ce que vous faites, ou il aime ce que vous faites, et vous vous retrouvez à partir en 15 jours ou être là. Donc c'est plein de particularités, où aujourd'hui on a beaucoup d'avantages dans nos vies, mais il faut être conscient de ces contraintes-là qui sont aussi particulières et impactantes sur la vie de tous les jours.
Ton histoire la plus longue, c'est avec le club du Racing 92, entre 2007 et 2014. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, quand tu restes 7 ans dans un club, à peu près ce que tu t'es dit, je vais faire toute ma carrière au Racing? Ouais, honnêtement, je pensais faire ma carrière au Racing, vraiment. Je pensais jamais en bouger parce que j'étais bien dans ce club, parce que j'aimais ce club. Après, voilà, comme je te disais, il y a les deux lolos qui sont arrivés, qui ont voulu mettre leurs pattes et leur histoire à eux, et c'est totalement normal. Après, je pense que le reproche que je peux me faire sur le Racing, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es 7 ans dans un club, que tu es arrivé très jeune, tu considères des fois que le club te doit plus que tu lui dois, et voilà, je pense que c'est mon erreur à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui un club, j'en suis conscient, il appartient à celui qui est prêt à s'impliquer, il appartient à celui qui est prêt à tout donner, il appartient à celui qui est prêt à travailler pour ce club, pour ce maillot. Donc voilà, on est dans un monde qui est comme ça aujourd'hui, et dans ce monde-là, donc voilà, aujourd'hui c'est la petite erreur. Mais c'est vrai qu'en plus, quand les deux lots sont arrivés, ils m'avaient proposé une prolongation de 3 ans que j'avais refusé parce qu'il y avait plein de petites raisons internes qui faisaient que voilà, je voulais pas, je voulais me laisser le temps de voir voilà, leur arrivée. Et puis après, voilà, quand tu pars comme ça, c'est dur à rattraper. Donc oui, j'étais obligé de partir du Racing. Et puis pour moi, c'était très bien, voilà, parce que dans ma construction de joueur, d'entraîneur, d'homme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, bien sûr. Après, je regrette jamais le passé, et voilà, et ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de voir aussi un mode de fonctionnement sur un club qui était moins huppé, qui était Grenoble à l'époque, avec Fabrice Landreau, qui était beaucoup sur les valeurs humaines, sur la proximité, sur donner de l'amour aux joueurs, voilà, tout simplement. Et ça m'a permis de faire peut-être les meilleures saisons de ma carrière. Donc c'est un univers dans lequel je me suis beaucoup épanoui, et qui m'a aussi construit dans ma réflexion de devenir entraîneur de même, parce qu'on avait Fabrice qui était sur ce côté très latin, très humain, beaucoup d'affect, et à côté de ça on avait Bernard Jackman et Mike Prendergast qui étaient une culture très britannique, très pragmatique, avec des systèmes de jeu très verrouillés, très fermés. Donc voilà, le mix des deux m'a beaucoup inspiré, et m'inspire encore beaucoup pour la suite de ma carrière. Petite question culture, est-ce que tu sais qui est le meilleur marqueur de points de l'histoire du Racing 92? Très bonne question. Non, j'ai envie de dire peut-être Jean Balafond qui butait. C'est bien, t'es modeste. C'est toi en fait. Ah bon? Ah bah tu m'apprends. 907 points. D'accord. Ah tu vois, ça me file les frissons. Je savais pas du tout, tu m'apprends une nouvelle là. Quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai vu que tu avais passé 7 ans, puis je me suis renseigné sur le Racing. Puis ouais, je vois, et de loin en plus, hein, t'es devant Maxime Macheneau. D'accord, qui va quitter le club, donc je vais rester. Ouais, tu vas rester encore longtemps. D'accord. Longtemps, je sais pas. Après, tous les records sont faits pour être battus, donc voilà. Mais c'est d'accord. Je savais pas. C'est ton fils qui va le battre. Je lui souhaite. Après, est-ce qu'il fera du rugby, il fera ce qu'il a envie, ce qui lui plaît surtout. En 2015, avec Grenoble, tu as fini meilleur marqueur justement du top 14 avec 339 points. Moi, c'était une période où Grenoble, c'est le club de ma ville. J'étais abonné au stade, et puis c'est vrai que là, on sentait vraiment que tu relançais ta carrière, et tu étais devenu un peu le joueur phare de l'équipe. Est-ce qu'à ce moment de ta vie, tu pensais que tu avais le niveau pour l'équipe de France ? Ouais, bien sûr. Après, je pense que j'aurais mérité d'avoir quelques sélections, du moins avoir ma chance, ça j'en doute pas, parce que voilà, je vois, il y a beaucoup de joueurs qui sur 1-2 matchs ont été là, ont eu leur chance. Moi, j'ai fait quand même 16 années au haut niveau, je fais partie des joueurs les plus réguliers, je pense que je fais partie des joueurs sur les décennies qui sont labellisés joueurs top 14, et voilà, tous les clubs où je suis passé, excepté ma dernière année au Racing et Toulon, sinon j'ai toujours été titulaire. Quand j'étais au Racing, tu sais, j'étais en concurrence avec Mertens, Dubois, François Stein, il y a pire, comme Sexton, j'ai eu Juan Hernandez, et tous ces joueurs-là, quand ils venaient au Racing, quasiment tout le temps c'est moi qui jouais. Et puis quand on lisait les trucs, si Hernandez était français, il jouerait en 10. Et voilà, et pourtant quand il était au Racing, c'est moi qui jouais 10 et il jouait 12 ou 15. Donc voilà, j'ai toujours eu ce truc où moi j'ai toujours été un joueur de système, j'ai toujours été un joueur qui rentre dans le système de jeu. Et malheureusement en France, on a une équipe de France qui n'a pas bien tourné pendant un moment. On avait des raisons où une sélection, c'est aussi beaucoup de politique. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que malheureusement, j'ai pas eu ma chance. Après, moi aussi à titre personnel, est-ce que j'étais suffisamment costaud? Est-ce que j'étais prêt? Parce que je t'avoue que les 3 fois où j'ai été convoqué, je dormais mal la veille. Je me suis blessé ces matchs-là juste avant de monter à Marcoussis. Donc voilà, inconsciemment, il s'est aussi passé des choses où peut-être que moi, au plus profond de moi, je me sentais pas prêt. J'ai toujours considéré que j'étais ce petit joueur et qui méritait pas, et que c'était trop dur. Voilà, donc après, oui, le regret que j'ai, comme je l'ai dit souvent, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les personnes qui prenaient les décisions. Mais voilà, je pense qu'une sélection, j'aurais mérité d'en avoir une.
Là aujourd'hui, tu regrettes de ne pas avoir joué pour l'équipe de France? Non, regretter non, parce que c'est pas moi qui prends la décision, tout simplement. Après, comme je te dis, voilà, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les personnes qui prenaient les décisions. Mais après, comme je te dis, il y a beaucoup de paramètres. On m'a souvent dit, il te manque ça, il te manque ça, mais on regardait jamais ce que j'avais, qui était une de mes qualités. Voilà, j'ai buté pendant 15 ans en top 14 à plus de 80% de réussite. J'ai toujours été régulier, j'ai toujours été un joueur de système, j'ai toujours été un joueur d'équipe, j'ai toujours été un joueur, quand il était là, qui amenait du liant au jeu. Et ça, c'est des choses, malheureusement, qui ne sont pas valorisées par le grand public, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le spécialiste qui le voit. Et aujourd'hui, comme je te disais, quand tu fais une compo d'équipe, tu as une partie politique où il faut faire des choix politiques, c'est comme ça. Tu as une partie où la presse a une importance et tu as une partie où c'est les choix des coachs. Et voilà, moi, je n'étais pas dans la partie politique, je n'étais pas dans la partie presse. Et les choix des coachs, je n'étais pas ce joueur qui traversait le terrain. Donc, tu avais toutes ces raisons qui faisaient qu'à un moment donné, voilà, tu fais pas forcément confiance à un joueur à moi. Et puis, quand on parlait de moi pour être peut-être avoir ma chance, on parlait plus de ce qui manquait plutôt que ce que j'avais. Donc, voilà, après, c'est pas un regret. Le rugby français est comme ça. Et voilà, après j'ai fait la carrière que j'ai fait. Je n'oublie pas qu'à 17 ans ou 18 ans, j'étais un petit garçon d'1m78 pour 72 kg. Comme je disais que je jouerais en fédéral 1 ou fédéral 2 et que j'ai joué 16 ans en top 14. Donc voilà, d'où je suis parti, là où je suis arrivé, j'en suis fier. Et ma construction est inspirante et j'essaie de la transmettre aujourd'hui aux jeunes. Quand tu vois ton parcours là aujourd'hui, tu te dis c'est une belle carrière? Ah oui, je suis fier. Honnêtement, je suis fier de la carrière que j'ai fait et je pense, comme je disais, que j'ai amené mon corps au max du max. Tu vois, ça fait 5 mois que j'ai arrêté, j'arrive pas à reprendre un footing mentalement. Voilà, comme je te dis, quand tu fais 72 kilos à l'âge de 18 ans et qu'avec un tel gabarit, t'es pas prédestiné au haut niveau, à un moment donné, j'ai travaillé 2 fois plus que tout le monde. En plus, j'avais un karma qui faisait que les choses arrivaient jamais facilement. Il fallait que je travaille 2 fois plus que les autres, il fallait que j'arrive avant, je parte après, il fallait que je me montre que je pouvais réussir, il fallait que j'aille me battre 10 fois plus que les autres pour avoir ma chance. Et puis quand je l'avais, on se disait tiens, on va lui laisser une deuxième, puis une troisième, et puis c'est comme ça que j'arrivais à enchaîner. Donc toute ma vie ça a été comme ça de joueur, sauf sur la fin de ma carrière parce que voilà, j'avais un certain nom, une légitimité de par l'ancienneté, mais voilà, ma carrière a toujours été comme ça et là-dedans. Donc honnêtement, je suis fier de ce que j'ai fait et cette résilience que j'ai déployée, j'essaie de la transmettre aujourd'hui aux jeunes et j'ai envie de les aider à gagner du temps. Et aujourd'hui, je m'éclate totalement dans ma vie, j'ai pas de regrets et je suis fier de la carrière que j'ai fait. Après Grenoble, tu as fait Toulon, puis Lyon. Dans tous les clubs où tu es passé, quelle est la ville où tu t'es senti le mieux avec le cadre de vie idéal, l'équilibre familial et professionnel? Moi, on va dire que le bon équilibre à Paris, j'adorais Paris honnêtement. Je me suis beaucoup plu à Paris, ma femme aussi, et elle serait heureuse d'y retourner, souvent elle me le dit. Paris, on était jeunes, pas d'enfants, on avait du temps libre, on gagne bien notre vie. Donc quand tu as tout ça, Paris c'est une ville qui est exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé Paris, sur la restauration, sur la gastronomie. Après c'est vrai qu'on voulait retrouver une grande ville et aujourd'hui on a un bon compromis avec Lyon parce que voilà, on n'a pas le côté oppressant de Paris. On s'éclate sur Lyon, c'est une grande ville et puis voilà, donc après on sait que dans des modes de fonctionnement que ça peut bouger très vite, mais voilà, Paris est la ville qui m'a le plus éclaté. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie de famille quand on est sportif de haut niveau? Compliqué non, parce que honnêtement, compliqué ce serait d'aller à l'usine tous les matins à 8h, rentrer à 8h le soir, pas réussir à joindre les bouts. Là c'est compliqué, non c'est pas compliqué. Après c'est une adaptation, c'est un mode de fonctionnement, c'est un équilibre où oui il faut entendre que ton gamin peut, comme le mien, naître à Paris, à 2 ans se retrouver à la crèche à Grenoble, rentrer à l'école à Grenoble, se retrouver à faire la dernière année maternelle à Toulon et rentrer au CEP à Lyon, et voilà, donc ça oui c'est particulier, donc c'est un mode d'adaptation, mais aujourd'hui dans le monde auquel on vit, moi j'ai mon fils qui a beaucoup bougé et qui est capable de s'adapter partout, tu le poses à n'importe quel endroit, en 1 heure, il a fait le truc. Après c'est juste, il faut qu'il arrive à trouver ses racines, à les ancrer, parce que souvent quand tu déracines un gamin, voilà, il y a les avantages et les inconvénients, et tu vois, ma fille est née à Lyon, grandie à Lyon, a jamais bougé de Lyon, donc voilà, elle a grandi dans la meilleure ville et elle est née dans la meilleure ville. Ouais, ça fait, donc voilà, tu vois, ça a les avantages et les inconvénients l'un et l'autre, donc après j'ai pas envie de te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nos vies, c'est comme ça, et mon fils, voilà, il a ces qualités là, tu mets n'importe où, en 1 heure il s'est fait 10 potes, voilà, donc c'est comme ça, c'est nos vies. Ton entourage, il a eu beaucoup d'importance dans tes choix de carrière? Énormément, parce que t'amènes ta femme. En plus on avait fait le choix d'acheter une maison à Paris parce qu'on pensait finir la vie là-bas, notre carrière là-bas. On a fait le choix d'ouvrir un magasin où ma femme était là-bas, donc bien sûr quand tu fais des décisions, c'est des décisions de famille, c'est des vrais projets de famille et de vie, donc voilà, c'est juste, tu vis pas comme un égoïste tout seul, donc ça a une vraie réflexion. Pareil, les choix de club que j'ai fait, tu vois, quand je suis sorti du Racing, j'avais une belle proposition en Angleterre.
à Gloucester, et le rugby anglais c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'étais vraiment attiré parce que je pense que ma façon de voir le rugby très pragmatique, très structuré, très axé sur les systèmes, je me serais vraiment éclaté là-bas. Mais malheureusement, la chose qui a fait que je suis pas allé à Gloucester, que j'ai pas donné suite, c'est que pour aller à Gloucester c'était impossible de rentrer à Paris, j'aurais vu ma famille une fois par mois ou quoi, donc c'était trop compliqué. Et avec le rythme de vie qu'avait ma femme avec le magasin sur Paris, elle pouvait pas trop bouger, donc le meilleur compromis et sportif et de vie, c'était d'aller à Grenoble. Donc voilà, donc j'ai toujours essayé quand même de ménager le mieux. Jonathan, on va arriver à la dernière partie de l'émission et c'est pas moi qui vais poser les questions, c'est Marion qui s'occupe de la communication aujourd'hui. Donc Marion, je te laisse te présenter au micro dans un premier temps et je te laisse poser les dernières questions à Jonathan. Ça va te plaire, Jonathan, c'est sur le stade. Magnifique. YB Voice. Le stade, quand je te dis ce mot, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit ? Le mot stade, comme je te disais, une arène. Moi, je crois que pour moi, c'est les arènes des temps modernes, comme je disais tout à l'heure. Donc pour moi, un stade, c'est une arène. Ça t'arrive souvent de t'y rendre en tant que spectateur pour des matchs de rugby, de foot ou des concerts ? Depuis que j'ai arrêté, très peu honnêtement. On va dire que quand tu as vécu 17 ans sur le rythme des stades, des week-ends, des matchs, pour moi, je suis plus dans un mode de fonctionnement où je déconnecte un peu. Donc pour le moment, très peu. Mais après, ouais, j'adore, même quand je peux aller voir un grand match de foot, je prends plaisir et j'ai toujours un grand plaisir à rentrer dans un stade. Quel est le stade qui t'a le plus marqué ? Celui dans lequel j'aurais aimé jouer, c'est le Millennium Stadium, où je suis allé voir un match et ça m'a énormément plu. Après, les deux stades dans lesquels j'ai joué qui m'ont vraiment marqué, c'est Michelin et Mayol. Voilà, parce que c'est deux stades de ville, c'est deux stades qui sont très proches, c'est deux stades où il y a une âme rugby, où c'est des stades qui transpirent le rugby depuis des générations. C'est des stades qui sont là depuis quasiment une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc il y a eu beaucoup de générations, beaucoup de joueurs qui sont passés. Donc c'est deux stades dans lesquels j'ai adoré jouer durant ma carrière. Est-ce qu'il y a eu un match où le public a pu te déstabiliser ? Non, après moi c'est vrai que ça m'excitait, ça me galvanisait ces ambiances-là, c'était surtout Toulon. Il y a un match que je repense souvent en termes de public show, c'est avec le Racing, on se déplace à Toulon, je crois que c'est en 2006 si je dis pas de bêtises, et c'était à 3 journées de la fin en Pro D2 et celui qui gagnait ce match-là était quasi assuré de monter en top 14 et autant te dire que la ferveur toulonnaise elle était à son paroxysme. Mourad Boudjal avait commencé son recrutement de star, ainsi de suite, et voilà, je sais qu'on était à l'hôtel au-dessus sur la place Besagne et le fait de descendre, il y avait du monde partout, on se faisait siffler, huer, ça reste un moment exceptionnel de joueur et on en revient au truc des arènes tout à l'heure où tu passes au milieu du peuple, tu te fais siffler, huer avant de rentrer dans cette arène et ça reste un super moment. Ok, donc plutôt des bons souvenirs avec le public. Ouais, bien sûr. Après, le public, c'est toujours exceptionnel. Voilà. Dans notre sport, en plus, on a très peu de débordements. Donc, on est dans un univers qui est juste fabuleux et ça reste de super souvenirs et de super moments. Super. Écoutez, merci pour tes questions et pour tes réponses. Merci à vous. Merci Marion. Jonathan, j'ai une dernière question concernant le stade, c'est concernant un peu l'actualité. Avant l'émission, tu m'as dit que tu étais supporter de l'Olympique de Marseille. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Dimitri Payet avec les supporters lyonnais au dernier match au Groupama Stadium, toi, le regard d'un ancien sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu peux en tirer ? Quelles ont été tes réactions ? Ouais, c'est quelque chose qui est regrettable honnêtement parce que ça sert pas le sport, ça sert pas la cause des clubs, ça sert pas le sport en général qui est quelque chose d'exceptionnel. Après aujourd'hui il est clair que le foot au-delà du sport c'est quand même un vecteur social important qui est de rassemblement dans des contextes aussi durs que ça. Pour des gens c'est le moyen d'avoir un exutoire et d'aller. Après ce qui est malheureux c'est que une personne a gâché la soirée de 62 000 personnes et il y a peut-être des gens qui sont saignés depuis 6 mois pour aller voir ce match et qui malheureusement sont gâchés. Et voilà, ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de... On a eu la même chose il y a 3 mois à Nice avec exactement le même joueur. Voilà, malheureusement, et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics prennent un peu leurs responsabilités et fassent des sanctions exemplaires parce que, comme je disais, on ne peut pas avoir une personne qui gâche la soirée de 60 000 personnes. Et puis ça donne pas une belle image du sport, ça donne pas envie aux parents d'amener leurs gamins, ça donne pas envie de faire du sport tout simplement et on n'a pas besoin de ça. Donc je pense qu'il faudrait avoir des exemples, des sanctions plutôt très exemplaires sur ces choses-là parce que les personnes, on peut les retrouver. On avait les problèmes en Angleterre il y a quelques années, le hooliganisme. Ils ont
mis des sanctions très fortes et des exemplarités. Aujourd'hui, dans les stades anglais, on peut y aller avec son gamin, on peut aller voir des derbies. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller voir un Noël Saint-Etienne avec vos gamins de 5 ans. Donc c'est ça qui est dommage, malheureusement. Enfin, je dis Noël Saint-Etienne, mais ça peut être Marseille-Paris. J'étais allé voir il y a 2 ans. Garantie que je n'amènerai pas mon gosse de 8 ans à Marseille-Paris parce que l'ambiance, elle est irréelle. Mais voilà, c'est limite un peu trop. Voilà, il ne faut pas oublier que ça reste du sport et que ça doit faire rêver les gamins et les adultes. Merci Jonathan, merci pour ta disponibilité d'être venu dans l'émission Aller au stade. Je te souhaite une bonne continuation et puis je vais te suivre de près dans ta carrière d'entraîneur. Merci à vous. YB Voice.